Bonjour à tous. J'ai eu la lourde tâche confiée par l'Association nationale des infirmiers de sapeurs-pompiers de vous expliquer un peu l'infirmier sapeur-pompier en France. Et puis, effectivement, vous jugerez vous-même si c'est une expérience originale ou pas. J'essaierai de vous décrire un peu le rôle de l'infirmier et puis je vous ferai un focus sur la partie opérationnelle puisque c'est la thématique des journées, de la journée aujourd'hui. Alors, c'est un plaisir d'être en Belgique parce que j'ai, il y a quelques années, je dirais pas le chiffre parce que ça peut foutre un coup au moral, mais j'ai fait mes études d'infirmier en Belgique et j'ai été breveté à l'école Sainte-Vaudrue à Ornu. Voilà. Donc, c'est un retour un peu aux sources. Et donc, c'est vraiment avec plaisir que je suis venu ici à Charleroi. Alors, je vais essayer de vous expliquer l'infirmier sapeur-pompier en deux grandes parties. Je vais essayer de vous expliquer un peu les spécificités de l'infirmier sapeur-pompier, avec un peu une rétrospective, donc un peu d'histoire, parce qu'il est important de voir l'histoire pour comprendre le présent et potentiellement voir l'avenir. Les missions qui sont dévolues à l'infirmier pompier. Et puis, on fera une petite présentation de la formation de l'infirmier pompier, sa formation initiale et sa formation continue. Et puis, je ferai un focus plus particulier sur les protocoles d'infirmiers de soins d'urgence, puisque c'est essentiellement ce qui est dans le cœur de l'activité opérationnelle des infirmiers sapeurs-pompiers. Avec les parties réglementaires, avec bien sûr, je vous donnerai un exemple de PISU, protocole infirmier de soins d'urgence, potentiellement ses limites, et puis l'avenir des PISU et l'avenir de l'infirmier en intervention, l'infirmier opérationnel. Alors, tout d'abord, on ne peut pas parler de l'infirmier sapeur-pompier sans connaître les missions des sapeurs-pompiers. Alors, c'est légiféré, tout ça. Il y a un certain nombre de missions. On est sur de la prévention, de l'évaluation des risques, des mesures de sauvegarde, de la protection, biens, personnes, environnement, du secours à personne, d'accord, et puis du secours à personne en général. C'est ce qu'on peut appliquer en termes de convention avec notamment, par exemple, nos partenaires du SAMU. Alors, les pompiers en France, c'est dirigé au niveau ministériel, donc tout ce qui est les textes, etc., c'est au niveau ministériel, et c'est décliné d'un point de vue local dans les départements. Donc vous voyez, c'est un peu plus de 4 millions d'interventions en 2015. Alors les chiffres 2016 ne sont pas officiellement sortis, donc je n'ai pas pu vous les mettre. Les chiffres officiels sont de 2015. Donc c'est un peu plus de 4 millions d'interventions. Et ce qu'on remarque dans le nombre d'interventions, c'est qu'on a, suivant les départements, entre 75 et 80% de secours à personne, qui représentent plus de 3 millions là, pour les chiffres nationaux. C'est 11 700 interventions par jour, ce qui fait une intervention toutes les 7 secondes, voilà, sur le territoire national. Et les services de santé et de secours médicaux, dont les infirmiers font partie, a effectué en 2015 218 000 interventions. On verra les missions, mais les 218 000 interventions, c'est dans le cadre du soutien sanitaire opérationnel, du secours à personne et des accidents de circulation, puisque les trois sont différenciés dans les totaux nationaux. Alors, si on parle un peu de l'effectif, 247 000 à peu près sapeurs-pompiers en France, à peu près 80% de pompiers volontaires, puisqu'il y a deux statuts. Il y a même 3 statuts en France. Il y a les pompiers professionnels, dont c'est leur métier, les pompiers volontaires qui ont un métier et qui font ça en plus, et puis les pompiers militaires, notamment au niveau de la région parisienne, donc la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et au niveau de Marseille, les marins-pompiers de Marseille. C'est une profession très peu féminisée, même si ça augmente d'année en année, mais encore peu féminisée, puisque c'est environ 14% de l'effectif.
Les services de santé, c'est à peu près 5%, avec une répartition. Donc vous voyez, un peu plus de 4000 médecins, 6000 infirmiers, 500 pharmaciens, 300 vétérinaires et 350 experts, puisque nous avons des gens attachés aux services de santé qui sont ni médecins infirmiers, pharmaciens ou vétérinaires. Notamment les psys sont là en qualité d'experts. On a aussi des ostéopathes, des kinés, voilà, un certain nombre de personnels qui ne sont pas identifiés à proprement parler dans la réglementation et qui sont là en tant qu'experts. Pour continuer l'effectif, plus de 11 000 personnels administratifs et techniques. Voilà. Et puis 27 000 jeunes sapeurs-pompiers, qui est l'école des sapeurs-pompiers qui, suivant les écoles, commence à partir de 11 ou 12 ans. Pour apprendre le métier sur plusieurs années et à l'issue rentrer comme sapeur-pompier volontaire. Alors, si on fait le focus sur les interventions, voilà, c'est 7000 casernes. Voilà. En H24, on a plus de 13 000 personnels de garde la journée et 11 000 la nuit, plus de 20 000 personnels d'astreinte la journée et 27 000 la nuit. Voilà. Donc ça veut dire qu'à l'instant T, on peut déployer environ 30 000 personnes sur le territoire, réparties dans les 7 000 casernes. C'est 20 millions de prises d'appel, une partie 18 et un peu le 112, même si le 112 est départemental, c'est-à-dire qu'il y a des départements qui n'ont pas le 112 et d'autres qui l'ont. C'est alterné entre la plateforme 18 et la plateforme 15. En termes de moyens, bon voilà, 6 000 ambulances, 4 000 fourgons incendie plutôt urbains, 4 000 fourgons incendie plutôt forêt et extra-urbains, et puis 1200 moyens aériens, c'est les échelles, les nacelles, etc. Bon. Alors le service de santé, en termes d'histoire, la naissance, elle est dans les années 50. Dans les années 50, on voit apparaître dans les services d'incendie du personnel médical, essentiellement des médecins, qui avait pour but de donner l'aptitude, donc de faire de la médecine d'aptitude auprès des personnels pompiers, et puis un petit peu de soutien sanitaire, donc de soutien opérationnel lors des interventions. Si on fait le focus sur les infirmiers, l'infirmier pompier, c'est une idée qui est pas très vieille, ça date des années 80. La première notification réglementaire, c'est 1997, donc c'est pas si vieux que ça. Et la création des emplois professionnels d'infirmiers, c'est 2000. 2006, la création d'emplois d'encadrement des infirmiers, ce qui pourrait s'apparenter à l'hôpital des cadres de santé. Et puis, dernièrement, on a eu une réforme, donc il y a un an, un peu plus d'un an, au mois d'août, qui repositionne les deux cadres d'emploi d'infirmiers et de cadres de santé. Aujourd'hui, l'infirmier, sapeur-pompier, c'est un officier du service incendie. Voilà, alors c'est une notion qui est importante, puisqu'on verra que dans ces missions, il peut y avoir des missions de commandement, et donc c'est une importance le titre d'officier du service de santé. Il a deux statuts pour la partie civile, donc il peut être volontaire ou professionnel, et vous voyez que la répartition volontaire-professionnelle, elle est en décalé. On a essentiellement des infirmiers volontaires, donc qui ont leur métier et qui viennent faire l'activité d'infirmier sapeur-pompier, et puis un peu plus de 260 professionnels qui font essentiellement de l'encadrement. Dans les grades, donc je vous passe un peu les dénominations, mais voilà, 3 grades infirmiers, 3 grades cadres de santé, donc de sous-lieutenant à lieutenant-colonel. Voilà. Alors, les missions de l'infirmier sont clarifiées dans le Code général des collectivités territoriales, qui est le code qui régit la fonction publique territoriale, c'est-à-dire les mairies, les conseils régionaux, les sapeurs-pompiers, enfin voilà, ce texte régit tout ça, et donne comme mission aux services de santé, donc décliné aux infirmiers sapeurs-pompiers, la mission de médecine d'aptitude, donc qui est faite par le médecin et dont on collabore, la participation à l'activité opérationnelle, donc que ce soit dans le cadre du soutien sanitaire opérationnel, de la
la partie officier santé, donc conseiller technique, commandement, et la partie secours d'urgence à personne. La participation aux formations donc des sapeurs-pompiers dans les casernes sur le secours à personne. La surveillance des matériels médico-secouristes et la matériau-vigilance, qui est faite là en collaboration avec la pharmacie. Les conseils en matière d'hygiène, et puis la participation au secours impliquant des animaux. On a depuis récemment des sollicitations de vétérinaires qui nous demandent de venir avec eux parce que préparer 20 mg de produits truc-muche pour un patient ou 20 mg de produits truc-muche pour un bétail, c'est un peu la même préparation, et donc ça on sait faire. Et donc ils nous demandent de venir les épauler dans ces missions. Voilà. Pourquoi pas. Alors, petit focus sur la partie activité opérationnelle, puisque c'est le thème de la journée. L'activité opérationnelle des infirmiers sapeurs-pompiers est déclinée en 3 parties. La première partie, c'est son rôle d'officier santé et de conseiller technique auprès du commandant des opérations de secours, donc celui qui va gérer l'intervention de secours. Donc conseiller technique en termes de prévention, en termes de risque, en termes d'hygiène, voilà, et des fois des tâches confiées comme chef de secteur en gestion par exemple du soutien sanitaire ou des choses comme ça. Voilà. Il y a l'activité opérationnelle, comme on peut l'entendre, c'est-à-dire l'intervention en binôme avec un médecin, ou soit en autonomie, moyennant bien sûr l'EPISU et le décret de compétence qui est dans le Code de santé publique. Et puis, la troisième partie, c'est son activité dans les salles opérationnelles. Alors les salles opérationnelles, on appelle par salles opérationnelles les endroits de réception des appels. Donc ce qu'on appelle des CTA, centres de traitement des appels, où l'officier santé va interagir avec l'officier en charge de la salle pour les questions notamment de santé au travail, des questions d'hygiène, des questions des moyens de secours à personne, etc. Alors, après avoir vu l'émission, comment est-ce qu'on peut faire pour être infirmier sapeur-pompier? Alors, il y a les prérequis. Les prérequis, il faut avoir le diplôme d'infirmier. Voilà, ça coule de sens, mais c'est un prérequis. Il faut bien sûr avoir une aptitude médicale à la fonction de l'infirmier sapeur-pompier et, suivant les départements, une aptitude sportive, puisqu'il y a des tests sportifs qui sont réalisés à tout engagement de sapeur-pompier. On peut avoir 2 voies possibles. La première, c'est je veux être professionnel, je veux en faire mon métier. C'est possible aujourd'hui. Alors, c'est possible, mais c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut passer un concours. Ou, si on est déjà de la fonction publique, on peut faire ça en détachement. Et la chose la plus compliquée, c'est surtout de trouver un poste. Parce que quand vous voyez la répartition des infirmiers sapeurs-pompiers et que vous voyez qu'il y a 260 infirmiers pros, globalement, 260 infirmiers pros, ce n'est pas demain qu'ils vont tous partir en retraite ou qu'ils seront en arrêt longue maladie. Donc, il faut déjà trouver un poste. Globalement, en France, on est à peu près à 4-5 postes en France par an. Donc, ça veut dire que pour trouver un poste, il y a des difficultés et il faut être mobile. Voilà. L'autre alternative, c'est de devenir volontaire. Et donc, j'ai mon métier, qu'il soit libéral, hospitalier, peu importe. Et je fais ça en plus de mon activité professionnelle. Il n'y a rien dans les textes qui interdit d'engager un infirmier sapeur-pompier volontaire, à condition qu'il soit infirmier, qu'il soit appelé médicalement et l'aptitude sportive. Cependant, suivant un département, comme je vous ai expliqué qu'on était géré en département, il y a des critères qui peuvent émerger, comme par exemple un certain nombre d'activités d'expérience dans des services plutôt hospitaliers. Et puis, il y a de plus en plus des quotas. C'est-à-dire les directeurs nous mettent un quota de recrutement des infirmiers volontaires. Voilà. Et donc, quand on est au quota, la vanne est fermée et on peut plus prendre d'infirmiers sapeurs-pompiers volontaires. Alors, en termes de formation,
puisqu'il y a deux voies possibles. Je vais vous parler des deux voies. L'infirmier professionnel, il a une formation initiale qui se déroule à l'ENSOSP, c'est l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Il n'y en a qu'une en France, c'est Aix-en-Provence, alors c'est pas mal parce qu'il y a le soleil. Il y a un peu de Mistral, mais il y a le soleil. Donc la formation initiale, c'est 19 semaines plus de l'enseignement à distance, non quantifié. La possibilité de passer 2 diplômes universitaires en santé publique et en urgence. Et puis des formations à la prise en charge type anglo-saxonne, PHTLS, EPC, TE2C, des formations au NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique, chimique, des formations en management, des formations en formateur, voilà. Donc en pédagogie, voilà la formation initiale. Puis il continue son cursus de formation suivant le poste. Il peut être infirmier de groupement, donc gérer un groupe d'infirmiers volontaires par exemple, ou être l'infirmier chef du département. Et donc il a des formations adaptées par rapport à ça. Et puis il y a une formation qui s'appelle coordinateur santé, qui est une formation purement en appui du COS, le commandant des opérations de secours, en intervention, qui est là pour épauler à la fois le COS et à la fois le DSM, directeur des secours médicaux, dans la gestion des moyens sanitaires. S'ajoute à ça les formations au simulateur de l'urgence, en soutien sanitaire, en pédiatrie, accouchement, etc. Et puis, quand il va pouvoir passer cadre de santé, on va ajouter des formations et ça dure 33 semaines. Donc ça se fait à l'ENSOSP. Dans les services départementaux d'incendie de secours, il y a la possibilité aussi de se former aux risques essentiellement spécifiques, le chimique, le radiologique, le milieu périlleux, le sauvetage d'éléments, etc. Voilà. Le volontaire, lui, la formation initiale, elle est un peu plus réduite. Par contre, il a quand même accès au diplôme universitaire, que ce soit en santé publique ou en urgence. Dans les petits départements, l'infirmier volontaire, il accède aussi à des postes de groupement et de chefferie. Donc il peut très bien aussi participer à ces formations-là. Et puis il a accès au simulateur d'urgence. Dans les départements, comme la moyenne d'engagement d'un infirmier volontaire est de moins de 2 ans, l'ENSOS, ça coûte cher. Et donc les gens sont envoyés à l'ENSOS qu'après 2 ou 3 ans. Globalement, ça c'est la pratique. Ce qui fait que pour pouvoir employer l'infirmier sapeur-pompier, il faut lui donner une formation adaptée. Et la formation adaptée, elle est souvent faite dans les départements. Donc on appelle ça la formation initiale départementale, où on va reprendre un certain nombre de modules initiaux de l'ENSOSP, plus la possibilité de se spécialiser. Alors, petit focus sur les PISU. Les protocoles infirmiers de soins d'urgence, c'est une pratique des infirmiers sapeurs-pompiers, une pratique opérationnelle, que ce soit dans le cadre du soutien sanitaire ou dans le cadre de la participation à l'AMU et du SUAP. L'AMU, c'est aide médicale urgente. Les PISU, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans le décret de compétences depuis longtemps. Moi, quand j'ai commencé, on parlait du décret de compétences de 2002 et c'était déjà inscrit dedans. Donc, ce n'est pas quelque chose de récent. C'est le décret de compétences, c'est dans le Code de santé publique, c'est les articles 43, 11, 8 et 14, peu importe. Il y en a un qui parle de la prise en charge de la douleur et l'autre qui dit qu'en l'absence du médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Voilà. Donc les PISU, c'est quelque chose qui est déjà, depuis un certain nombre d'années, dans la loi, dans les textes réglementaires. S'ajoute à ça un référentiel commun spécifique à la prise en charge des secours, où il est notifié dedans. Donc ce référentiel commun date de 2008. Il a été récemment modifié dans certains articles en juin 2015, qui rappelle bien sûr les articles du Code de santé publique, voilà, qui reconnaît l'infirmier sapeur-pompier, même si dans ses missions initiales, il y avait les missions de secours d'urgence, reconnaît l'activité de l'infirmier sapeur-pompier et son implication dans le secours d'urgence. Il liste la possibilité de créer 9 protocoles, donc en déclinant adultes et enfants, donc 9 titres qu'on peut décliner après adultes et enfants. Que bien sûr l'infirmier, il est sous son autorité d'emploi, c'est-à-dire le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours.
En juin 2015, il y a la précision sur la télémédecine, donc avec la possibilité de faire de la télémédecine. Et puis, il est bien spécifié que les PISU seront écrits suivant des recommandations de sociétés savantes. Alors, ces recommandations, globalement, des recommandations de soins d'urgence, il y en a. Des recommandations de soins d'urgence spécifiques aux infirmiers sapeurs-pompiers, il n'y en a pas eu tant que ça. Et les premiers la première société savante qui a écrit clairement, avec une bonne méthodologie, des protocoles infirmiers de soins d'urgence, c'est la SEMSP, en février 2015, qui a fait partie après des travaux, notamment avec la Société française de médecine d'urgence, dont Madame la Présidente est là, établie en mars 2016, qui globalement nous donne les protocoles qui doivent bien sûr être écrits, qualitatifs, quantitatifs, etc. D'accord, que c'est bien une prescription anticipée, donc on a bien la compétence médicale dans le protocole, puisque le médecin écrit le protocole pour des situations bien spécifiques. Et puis, bien sûr, ça engage le médecin responsable, puisque c'est lui qui signe le protocole, et ça engage l'infirmier, puisque c'est lui qui les applique. Voilà. Alors, voilà un peu le document, il est tout à fait téléchargeable sur Internet. Hein. Il existe deux parties, une partie littérale, d'accord, et une partie en format fiche. Voilà, donc là je vous ai pris le plus court qui est l'hypoglycémie. Voilà, donc avec les explications sur la prise en charge par un infirmier. Alors, l'avantage de ces recommandations et de cette circulaire de juin 2015, c'est que premièrement, on a un socle national. Et ça, c'est un gros avantage, c'est-à-dire que d'un point de vue national, on a vraiment une base pour tous les départements et tous les médecins-chefs des services de santé. En sachant que le ministère nous a rappelé récemment que cette base, d'accord, était au moins un minima, ce qui oblige une certaine égalité dans la prise en charge. L'avantage aussi de ces recommandations, il est écrit en préambule qu'elles seront révisées tous les 2 ans, et donc ça donne un gage scientifique à ces recommandations, puisque on devrait normalement, si les comptes sont bons, 2016, on devrait revoir des recommandations en 2018 avec les nouvelles données de la science. Alors s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement, mais voilà. Et ça aussi, c'est un gage en termes scientifiques. Et puis l'autre gage en termes scientifiques, c'est que c'est validé par des sociétés savantes représentatives de corporations médicales. Et donc ça aussi, c'est un gage de qualité dans ces recommandations. Alors, concrètement, c'est bien d'avoir des recommandations, mais comment ça se passe? Les protocoles, il y a une formation initiale dans les départements qui est certificative. Donc tout le monde n'est pas protocolé, ça il faut le savoir. Et deuxièmement, la formation, elle n'est pas acquise à vie. Tous les ans, les gens doivent se refaire un maintien des acquis qui est lui aussi certificatif. Donc on a des gens qui sont protocolés pendant 2-3 ans. Excusez-moi, il reste 5 minutes. Je me dépêche. C'est une histoire de passionné, ça. Je bavarde. Voilà. Donc voilà, donc en certification annuelle. Alors, les PISU, donc, qu'est-ce qu'il est dit dans la circulaire? Qu'effectivement, on doit initier le PISU, contacter la régulation et qu'on continue le PISU tant qu'on n'a pas le médecin régulateur au téléphone. Les PISU doivent être rédigés de façon claire, oui, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ça oblige la compétence des infirmiers, sapeurs-pompiers notamment, d'entretenir ses compétences pour appliquer les PISU, et puis de connaître son champ de compétences pour ne pas dévier du protocole. Alors, quand on va parler de l'infirmier sapeur-pompier et potentiellement de son avenir, l'infirmier sapeur-pompier, en fait, c'est quand même une fonction assez jeune. Vous avez vu, c'est depuis 20 ans, même pas 20 ans, que ça existe. Initialement, on était bien dans le secours d'urgence, dans les missions de l'infirmier sapeur-pompier. Ce qui a été très précisé dans le référentiel commun de 2008, donc ça fait vraiment 10 ans où nous faisons partie du paysage, de la réponse possible par le médecin régulateur dans sa fonction qui est l'aide médicale urgente. La fonction de l'infirmier sapeur-pompier, elle peut être utilisée à deux niveaux différents par rapport aux circonstances, c'est ce qu'on appelle la réponse graduée.
je vous ai montré le protocole hypoglycémie, il est quand même dommage de déplacer la compétence médicale pour mettre une voie veineuse et un peu de glucose chez un coma hypoglycémique. Donc là, on est vraiment dans la réponse graduée. On pourrait prendre l'exemple aussi la prise en charge de douleur, etc. Et puis, on est sur la possibilité, dans les délais de prise en charge sont supérieurs à 30 minutes, d'envoyer en précurseur l'infirmier sapeur-pompier pour la prise en charge avec des PISU. On a une ouverture vers la télémédecine. Alors, il existe pas mal de départements qui font déjà de la télétransmission de données, mais ce n'est pas vraiment de la télémédecine, hein. Donc transmission de CG, etc. L'idée d'avoir la caméra dans l'ambulance ou la caméra sur le scope, par exemple, avec une interaction du médecin régulateur est tout à fait une option technologique envisageable, en sachant que pour les services départementaux d'incendie de secours, on utilise un réseau crypté qui s'appelle Antares, qui a certaines limites, mais il existe et on pourrait très bien passer par là. D'ailleurs, l'ANISP a organisé dernièrement, la semaine dernière exactement, des journées techniques afin d'établir un guide de bonne pratique sur la télémédecine. Et puis pourquoi pas dans l'avenir une ouverture aux actes confiés, dans l'augmentation des actes confiés. En ce moment, sur les Hauts-de-France, donc la partie nord, nous avons une étude qui s'appelle ESOPI, où est intégré pour l'infirmier sapeur-pompier le dispositif intraosseux et le tube laryngé. Voilà. Il nous reste 2 petites minutes. C'est la dernière. Alors, pour répondre à cette question, est-ce que c'est une expérience originale ? Je pense que c'est à vous de faire la réponse. Ce qui va être particulier par rapport à l'exercice d'infirmier sapeur-pompier, c'est que l'infirmier sapeur-pompier, c'est quand même une fonction assez jeune, moins de 20 ans. Que les missions, j'ai fait un focus sur la partie opérationnelle, mais en fait, les missions sont très très variées. Quand le matin, on fait une visite d'aptitude, que dans l'heure suivante, on part en intervention pour une hypoglycémie, et qu'en rentrant, on donne un cours sur l'accouchement à la caserne, on voit quand même que la mission est assez variée. Et les infirmiers volontaires qui viennent, s'ils viennent 4 jours dans la semaine, ils peuvent faire 4 fois des choses différentes. Voilà. Peut-être aussi une particularité par rapport à son statut, le statut d'officier, et donc son statut de manager de commandant auprès du commandant des opérations de secours, puisqu'il est officier de sapeur-pompier. Une autre particularité aussi, c'est qu'on est vraiment sur un engagement citoyen. C'est des gens qui, notamment les volontaires, vont s'engager auprès de la population, auprès des citoyens. Et puis c'est une façon aussi d'exercer autrement. On a un certain nombre d'infirmiers volontaires qui sont issus du libéral, de l'hôpital, et qui viennent trouver en fait un autre mode d'exercice, une autre compétence, une autre approche de la victime ou de l'agent, puisqu'en médecine d'aptitude on voit des agents, donc des gens qui probablement sont pas malades, voilà, alors que l'hôpital on voit que des malades. Bon. Donc c'est potentiellement le fait d'exercer autrement l'activité d'infirmier. Merci pour votre attention. Bien, on fera les